Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Enterrement cet après-midi du MDL Amadou Toukour décédé à Bani Bangou dans l'attaque terroriste du 19 novembre dernier. Ils étaient nombreux ce soir à lui rendre un dernier hommage. Les députés ont 2 semaines pour élire un nouveau président de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a déclaré la vacance du poste de président de l'Assemblée hier. Vendredi 21 novembre 2014, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Je le disais dans le titre, décédé le 19 novembre dernier dans l'attaque du camp de la gendarmerie de Bani Bangou par des terroristes, le MDL Amadou Toukour a été enterré cet après-midi au cimetière musulman de Saga. Le défunt a eu droit aux honneurs militaires en présence des autorités civiles et militaires, mais aussi en présence des parents, amis et connaissances. Le compte rendu avec Nasser Dantofo et Sadou Doumi. Il était en service commandé dans un poste avancé de la localité de Bani Bangou, dans la région de Tillabéri. MDL chef Amadou Toukour a été victime d'attaques terroristes le 19 novembre dernier, lors de l'attaque armée qui a ciblé le camp de la gendarmerie de Bani Bangou. MDL chef Amadou Toukour est tombé donc sur le champ d'honneur. En cette soirée de vendredi, ils étaient tous à la morgue. Les autorités civiles, militaires, tous grades confondus, parents, amis et connaissances du défunt pour l'accompagner à sa dernière demeure. La cérémonie a débuté avec la prise d'armes par un détachement de la gendarmerie nationale. S'en est suivi l'oraison funèbre par un des compagnons d'armes du défunt. La dépouille a été transportée ensuite au cimetière musulman de Saga. Désormais, c'est ici que repose le MDL chef Amadou Toukour, qui a intégré le corps de la gendarmerie en 1986. La disparition du MDL chef Amadou Toukour intervient 17 jours après la mort de 9 autres éléments de forces de défense et de sécurité tués également dans des attaques terroristes à Walam et à Mangaise dans la région de Tillabéri le 30 octobre dernier. Paix à leur âme. Le poste du président de l'Assemblée nationale est vacant. La Cour constitutionnelle l'a déclaré hier, alors dans un arrêt rendu public hier. Les députés ont donc 15 jours pour élire un nouveau président. La substance de l'arrêt rendu par la Cour hier avec Nafisa Zakou. 18 députés de la majorité ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'application de la Constitution, notamment l'article 89 alinéa 6 de la Constitution avec l'article 15 alinéa 1 et 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour constater la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale. Dans l'arrêt numéro 16 du 20 novembre 2014, dit que la vacance est constituée du fait que le président de l'Assemblée nationale, par son absence prolongée et non justifiée, n'a pas rempli ses obligations découlant de la Constitution et du règlement intérieur. Dit que la vacance ainsi constituée a pour objectif de provoquer l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Dit que l'Assemblée nationale étant en session, il y a lieu d'organiser l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la vacance conformément à l'article 89 alinéa 6 de la Constitution qui stipule qu'en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les 15 jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Qui va succéder à l'ancien président Mahamadou? En tout cas, plusieurs noms cités parmi lesquels le premier et le quatrième vice-président de l'institution.
La rapporteure spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage est en visite au Niger depuis le 11 novembre dernier. Ce matin, Madame Urmila Boula était face à la presse. Objectif à exposer le constat qu'elle a fait et les enseignements tirés de sa mission au Niger. Je vous propose de suivre un extrait de sa conférence de presse. So we were told that there have been cases, for instance, in Walam, in Abalak, and there was the case from the Birni-Koni court awarding a woman compensation. Au niveau de la région de Tawa et Agadez, il comprend qu'il peut y avoir des formes, des résidus d'esclavage, mais qui ne sont pas visibles, si vous voulez. Et qu'il est important également de comprendre qu'au niveau des marabouts, qui forcent par exemple les enfants à la mendicité, que cette pratique, cette mendicité, l'islam ne l'encourage pas du tout, ça n'existe pas au niveau de l'islam. Et que ces marabouts, évidemment, les enfants leur sont confiés sans aucune forme de frais. C'est ainsi qu'ils arrivent à mettre ces enfants de la rue pour leur amener des choses. Mais du point de vue général, tout cela s'explique au nom de la pauvreté. C'est cette pauvreté qui encourage l'exploitation, l'abus de ces enfants. Et que, alors qu'au niveau de l'éducation coranique, il fallait seulement formaliser les choses dans leur contexte et éviter tout cela. Également, rappelle qu'au niveau des ministères, par exemple, la création des CEGIP, il y a un programme qui permet de développer des compétences professionnelles en vue de tenir compte de ces enfants de leur vie et essayer de leur donner ces formations afin qu'ils puissent vraiment éviter cela. Au niveau du ministère du Travail également, on comprend que certains enfants sont utilisés souvent dans les laboratoires, au niveau de certains sites d'orpaillage, etc. Mais qu'il existe également à ce niveau également un plan où il s'agit de renforcer les inspecteurs de travail afin que ces inspecteurs fassent plus de contrôle et éviter cela. Et on comprend également que l'étude a permis de comprendre la situation de la servitude domestique au niveau des filles. Ces filles en grande partie viennent du Togo, du Bénin et certaines filles du Niger venant des zones rurales. Mais que tout cela constitue également des préoccupations, y compris la préoccupation du mariage précoce qu'il faut résoudre à travers la sensibilisation. Il s'agit de reformuler la législation afin d'avoir un succès plus important. Le ministère de la Population est en train de lutter contre ces mariages précoces qui entraînent de maladies, des difficultés telles que la fistule et autres formes de maladies. Et la pauvreté, bien sûr, la pauvreté constitue, si vous voulez, la quintessence de toutes ces imperfections constatées et que au niveau des descendants d'esclaves, par exemple, même le mariage entre descendants d'esclaves, quand quelqu'un est issu de cases de forgerons, de bouchers, un tel mariage souvent est refusé. Donc dans sa première conclusion, elle estime que les réformes législatives qui ont été entreprises au Niger pour lutter contre ces pratiques montrent que vraiment il y a une volonté de pouvoir lutter contre l'esclavage ou toute forme de traite. Toutefois, malgré l'existence de ce cadre législatif, comme je l'ai dit tantôt, elle a répété, il existe des insuffisances. Ces insuffisances constituent des défis et ils sont en train de voir comment vraiment mettre fin à ces insuffisances. Et elle comprend également qu'au niveau des pratiques coutumières qui sont en contradiction avec le code civil, bon, tout cela constitue des insuffisances sur lesquelles il faut travailler. Modern slavery under ILO conventions. Éclairer l'opinion nationale sur les tenants et aboutissants de l'avant-projet de règlement portant sur la prévention des risques biotechnologiques, c'est l'objet d'une conférence de presse ce matin de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique ouest-africain COPAGEN. Le résumé de cette conférence de presse avec Mamoudou Saleh et Aboubakar Souley. L'avant-projet de règlement portant sur la prévention des risques biotechnologiques, quel cadre juridique pour garantir au mieux la protection des populations contre les risques réels et potentiels liés aux OGM dans l'espace communautaire ouest-africain au centre d'une conférence de presse animée ce matin par la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN. Cet avant-projet avait été lancé dans des conditions que la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN avait décrié en son temps parce que la participation du public y était la portion congrue.
Il faut dire que la Copagène a été écoutée par l'UEMOA, qui a fait l'effort de revoir et améliorer le mécanisme d'échange avec les organisations de la société civile au sein du projet. Grâce à ce mécanisme, il y a eu des consultations nationales dans les 8 pays de l'UEMOA sur l'avant-projet de règlement portant cadre juridique communautaire de biosécurité en Afrique de l'Ouest en novembre-décembre 2010. L'atelier régional de concertation des organisations de la société civile de l'espace CEDEAO UEMOA SILS sur l'avant-projet de règlement portant cadre juridique communautaire de biosécurité en Afrique de l'Ouest, Ouagadougou, en octobre 2011. L'atelier régional de validation du rapport d'études portant sur le développement d'une approche commune d'évaluation et de gestion des risques liés à l'introduction de biotechnologies modernes dans l'espace UEMOA à Dakar en septembre 2012. Nous recommandons donc l'abandon du règlement au profit de la directive. L'adoption de la directive préserve la souveraineté de chaque État et renverse le dispositif institutionnel prévu, en particulier les mécanismes de prise de décision. Au cours de cette conférence de presse, le secrétaire général de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain a répondu aux questions des journalistes. Nous avons effectivement ciblé d'autres pays qui ont commencé à faire la culture des organismes génétiquement modifiés, notamment le Burkina Faso, qui en a quand même fait en ce qui concerne certaines plantes, notamment le coton. Le Mali a aussi un centre de plus ou moins malien qui travaille sur ces questions de semences génétiquement modifiées. Mais en ce qui concerne les autres pays de l'espace, de façon avérée, il n'y a pas de production ou de culture des OGM. Mais ce qu'il y a lieu de dire, nous pensons qu'à l'étape actuelle des choses, nul ne peut affirmer de façon définitive ou de façon claire que nous ne consommons pas des OGM. Cette conférence de presse s'inscrit dans la perspective d'une protection plus renforcée du patrimoine génétique, de la biodiversité, de l'environnement et de la santé des populations de l'espace communautaire ouest-africain contre les risques avérés et potentiels de l'introduction des OGM dans l'agriculture et dans l'alimentation. Les femmes et les hommes de la Fédération des personnes handicapées de Walam ont récemment bénéficié d'une séance de formation en tricotage pour les femmes et en couture pour les hommes. Une initiative de l'ONG AGEM au terme de laquelle les stagiaires ont reçu des attestations. Précision avec le coordinateur de la dite ONG, Amadou Ali. On vient effectivement durant ces 10 jours d'être à Walam pour quand même parachever un processus de formation dont le principal bac de fonds était vraiment le FOFCA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et continue, qui a bien voulu mettre cette formation de perfectionnement au profit de la Fédération des personnes handicapées de Walam. Donc à cet effet, il y a effectivement 10 femmes qui ont été formées dans le domaine du tricotage effectivement à la machine, mais aussi 5 autres hommes qui sont vus renforcer leurs capacités dans le domaine de la couture, afin que des modèles appropriés et vendables puissent être vraiment à leur portée. Donc cela permettrait quand même de rentabiliser et d'accroître leurs revenus d'AGR au niveau de la localité de Walam. Donc nous souhaitons, vraiment nous avons beaucoup voulu porter nos remerciements à l'engard d'abord du FOFCA qui a bien voulu placer l'ONG AGEM à cet effet pour l'action de formation, mais aussi nous profitons de ce micro pour quand même essayer aussi de remercier les autorités, c'est-à-dire départementales et communales qui ont bien voulu vraiment nous accueillir dans leur cité, afin quand même, surtout qu'on note aussi avec satisfaction l'accueil, la satisfaction avec notre satisfaction au vu des conditions qui ont été réunies par rapport à notre hébergement et tout ce qui s'ensuit. On les remercie vraiment de cet accueil, mais aussi nos remerciements vont à l'égard aussi de la fédération qui vraiment se sont beaucoup distingués, ils ont été ponctuels et assidus durant tout le long de ces 10 jours.
Sur le plan éducatif, à présent, signalons cette assemblée générale ce matin des enseignants membres du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement CEPRAS, une AG pour informer la base du blocage dans la prise en compte des revendications du CEPRAS par les autorités, mais aussi informer les militants donc de la tenue de la grève de 2 jours la semaine prochaine, le mardi 25 et mercredi 26 novembre 2014. L'assemblée générale de ce matin s'est déroulée dans la cour de l'école Amirou Djibou. Le précision avec Asmana China et Chebi Gisso. Par cette grande mobilisation autour de leurs responsables syndicaux, les enseignants réunis au sein du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement voulaient s'inquiéter de l'évolution de leurs revendications. Les échos n'étant pas favorables, la structure a décidé de maintenir ce mot d'ordre de grève de 48 heures pour les mardis et mercredis prochains. Le gouvernement s'est engagé à octroyer la prime de craie de 5 000 francs à tous les enseignants. Le constat est qu'à la date d'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants n'ont pas encore reçu cette prime de craie. Et encore, les rappels liés à la prime de craie n'est pas encore régularisé à la date d'aujourd'hui. Il s'agit également du recrutement dans la fonction publique. Les enseignants contractuels, depuis un certain nombre d'années, continuent à être recrutés. Le recrutement 2012-2013 a été fait avec beaucoup d'erreurs. Et au niveau du CEPRAS, nous estimons qu'il doit être corrigé. Nous estimons également que le recrutement au titre de l'année 2014 doit sortir. Par rapport maintenant à la question des rappels salaires, nous ne pouvons pas comprendre au niveau de CEPRAS que 8 listes des rappels salaires puissent être traitées, réglées, sans que le trésor public ne puisse les payer. Donc nous avons alors exigé du gouvernement le paiement de l'ensemble de ces listes des rappels salaires. Et également, vous le savez déjà, la question du spécial A. Nous demandons le règlement définitif de cette question, puisque le statut général prévoit, après la suspension, chaque agent doit passer en conseil de discipline. 5 mois après, nous estimons que nos camarades doivent être établis dans leurs fonctions. Ils doivent avoir leur salaire et les rappels de leur salaire. Pourtant, une rencontre entre le gouvernement et le CEPRAS a eu lieu jeudi dernier afin de trouver une issue heureuse à la situation. La rencontre d'hier avec la partie gouvernementale n'a abouti à rien et que notre mot d'ordre de 48 heures est maintenu. Pour le mardi 25 et le mercredi 26 novembre 2014, Inch'Allah. Nous restons toujours ouverts au dialogue avec la partie gouvernementale. Mais un dialogue franc et sincère, un dialogue honnête, un dialogue pour sortir vraiment de ces spirales de grève qui détruisent le corps public nigérien. Malgré son importance capitale, le secteur éducatif est le plus perturbé au Niger du fait de multiples grèves qui le caractérisent depuis plusieurs années. C'était donc un reportage de Asmana China et Khalidou Oubrema. Les élections professionnelles auront lieu en début de l'année 2015 au Niger, les premières du genre dans notre pays et précisément dans le monde des travailleurs représentés par leurs syndicats respectifs. En prélude à ces élections, le président de la Commission nationale des élections professionnelles a annoncé le démarrage du processus et sollicite la collaboration de la presse pour bien organiser ces élections. C'était ce matin lors d'un point de presse que nous résument Michel Djedji et Chebou Gisso. Il s'est agi pour les responsables de la CONEP à travers ce point de presse de présenter en gros les activités qui ont été menées par cette commission depuis sa mise en place officielle il y a 4 mois. Nous avons installé, comme je l'ai dit, depuis juillet. Comme vous pouvez aisément l'imaginer, nous avons essayé de procéder à un certain nombre de calages d'ordre institutionnel, organisationnel, quelquefois logistique et financier. Ce à quoi nous sommes attelés depuis, nous avions très rapidement, sur le plan institutionnel, essayé de parfaire ou de compléter le texte fondateur de la CONEP, qui est le code électoral, principalement en élaborant et en validant en plénière ce qui dorénavant règle un peu le fonctionnement de la CONEP, qui est le règlement intérieur, entre autres. Nous avions également très rapidement essayé de structurer la CONEP, comme vous pouvez l'imaginer, en structure spécialisée,
ce qui nous a permis de renvoyer les différents collègues sur des sous-commissions spécifiques qu'on avait chargées de produire un certain nombre d'activités qui nous ont permis, entre autres, d'avoir des outputs comme le chronogramme de travail de la CONEP, le plan d'action de la CONEP, le costing également de la CONEP. Costing, c'est-à-dire l'évaluation de l'ensemble des actions que nous entendons mener. Selon le président de la CONEP, tout est alors fin prêt pour que cette commission soit véritablement opérationnelle. L'une des premières actions qui va marquer cet aspect opérationnel de la CONEP, comme on en a convenu, c'est ces différentes missions que nous comptons envoyer à la fin de la semaine à l'intérieur du pays. Ce sont des missions de sensibilisation et d'information qui, nous souhaitons, vont permettre au-delà de Niamey, la capitale, aux différents interlocuteurs que nous aurons là-bas, notamment les gouverneurs, les préfets, les maires, les représentants des structures syndicales et patronales et toutes les structures de la société civile qui seraient intéressées par le processus, de leur expliquer de façon très pratique qu'est-ce que nous entendons par organisation des élections professionnelles et surtout comment nous entendons les mener. Ce que nous attendons de vous, c'est l'accompagnement nécessaire des organes de presse. Parce que, je l'ai précisé tout à l'heure, on a beau s'organiser sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel, on a beau avoir les moyens, si on ne communique pas suffisamment, si on n'arrive pas à faire adhérer le maximum des acteurs dans le processus, il est clair qu'il est voué à l'échec. Et nous sommes persuadés que nous seuls ne pouvons pas faire ce que je viens de décrire. Nous comptons fortement sur vous, sur les relais au niveau régional, sous-régional si possible, pour qu'on puisse communiquer, nous permettre de nous relayer les propos que nous tenons, pour qu'avant les élections, que tous les acteurs sachent de façon très précise de quoi ça tient. Créé dans le souci d'améliorer la représentativité dans les structures syndicales dans le cadre de la politique de dialogue social, la Commission nationale des élections professionnelles envisage d'organiser ses premières élections en février 2015. Point final de ce journal et merci à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision Labari. À toutes et à tous, bon début du week-end, donc du week-end, excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.